Eh ben merci d'être là. On va parler du Capitaine Nemo. D'abord, je vais juste vous dire qui je suis. Je suis donc Christophe Agnew. J'ai une double casquette. Je suis à la fois j'écris des thrillers avec de la mer et de l'écologie dedans. Et puis, je suis éditeur d'une petite revue, en fait, non, d'une petite maison d'édition avec mon épouse qui s'appelle Nautilus. Voilà, vous comprenez pourquoi je vais vous parler du Capitaine Nemo. Et Nautilus est une maison d'édition qui est spécialisée évidemment sur la mer et l'environnement. Ça fait partie de l'ADN, hein, de la petite maison d'édition. Et on est basé à côté, on est à Montaigu-sur-Save. Je ne sais pas s'il y en a qui voient où est Montaigu, mais enfin, on est à 25 km d'ici, quoi. Voilà. Enfin, un peu plus, 30 d'ici. On est à la Beige ici. Voilà. Alors, juste pourquoi parler, parce que vous avez vu le thème, c'est si Nemo avait raison. Alors, pourquoi parler aujourd'hui du capitaine Nemo? Je rebis un capitaine, un peu de poisson. Le poisson, il n'a pas grand-chose à dire. Et oui, alors que ce capitaine, il est moins connu que le poisson presque aujourd'hui. C'est vrai que j'ai testé plein de fois, et j'ai nombre de fois, même dans des magasins, quand j'écris que le Nautilus, les gens écrivent N-O-T, bon, parfois j'ai un peu de mal. Mais le poisson est plus connu presque aujourd'hui que le capitaine. Mais ce livre, il est important parce que c'est un livre de 1869-70. Hein, la date n'est pas exacte de sortie, mais c'est un des 10 livres les plus traduits au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le 20 milieux sous les mers, a été traduit en 174 langues différentes. Voilà. Donc le capitaine Nemo est un personnage quasiment mondial aujourd'hui. Il est connu dans le monde entier. Il y a eu des films, il y a eu plein de choses. Et le capitaine Nemo, je ne sais pas si tout le monde a lu 20 milieux, se connaît un peu l'histoire, mais c'est le commandant d'un sous-marin qui s'appelle le Nautilus qui va récupérer après avoir coulé un bateau, il va récupérer quelques-uns des passagers du bateau et qui va garder prisonnier à bord de son sous-marin. Et le capitaine Nemo est un sorte de misanthrope total qui, qui est il déteste à peu près la terre entière et surtout les Anglais. Et pour une raison historique, c'est que sa famille en fait, c'est un ancien prince indien et dont la famille a été anéantie par les Anglais. Voilà, ce qui explique. Et il a décidé de se replier en mer et il vit dans un sous-marin et il trouve la totalité de ses ressources dans la mer. Et il vit en mer, entièrement en mer, avec son groupe de marins et tout est trouvé en mer. Alors pourquoi a-t-il raison? Parce que je pose la question parce qu'il a justement, il trouve absolument tout ce dont il a besoin. Et quand il écrit ça en 1870, Jules Verne, on peut se demander où est-ce qu'il est, est-ce qu'il va pas trop loin? Est-ce qu'il a inventé des technologies, il a développé des choses? Il faut savoir quand le sous-marin qu'il décrit en 1870 n'existe pas. Personne n'est capable de faire un bâtiment comme ça. On n'est même pas à l'idée d'en faire un. Et, euh, et le Nemo a une phrase que je trouve intéressante parce qu'elle résume sa philosophie de pourquoi il est en mer. Et on trouve après les thèmes dont je vais vous parler. Il dit, en parlant de la mer, de l'océan, là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur pouvoir disparaît. Ah, messieurs, vivez, vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre. Et en fait, c'est tout le truc de Nemo. Il veut être libre et vivre que de ce qu'il obtient de l'océan. Et si on voit de quoi, ce qu'il fait, c'est qu'il se nourrit entièrement avec la mer. Il fabrique ses vêtements à partir d'éléments marins. Il y trouve tous ses besoins en matériaux. Il y tire son énergie. Je parle pour faire avancer son sous-marin. Il trouve sa liberté et sa puissance, et enfin, il navigue à la découverte permanente du monde sous-marin. C'est un explorateur. Et c'est tout ça, en fait, sur lequel je voudrais revenir, parce que ces thèmes-là un par un, ils se rendent compte que, pas mal de points, Nemo est un précurseur qui n'a fait qu'annoncer des choses qui arrivaient. Par exemple, il se nourrit entièrement de la mer. Bon, ça, vous avez tous mangé du poisson ou des fruits de mer, donc vous savez que c'est possible. Mais enfin, il y a aussi la surpêche. On en reparlera un peu plus tard sur les choses sur lesquelles il s'est un peu trompé. Mais dans les nourritures de demain, il y a encore la pêche. Il y a encore des choses qu'on trouve en mer et dont vous ne soupçonnez même pas aujourd'hui l'existence. Si je vous parle des crépidules, est-ce que quelqu'un sait ce que sont les crépidules? Les crépidules, une personne. Les crépidules, c'est un coquillage, enfin un mollusque qui a envahi une partie des zones françaises. Aujourd'hui, on ne la mange pas et persuadé qu'on pourrait le manger. Et quand je dis qu'il envahit, c'est qu'il y a des zones où on retrouve jusqu'à 8500 coquilles par mètre carré. Donc il va envahir et il a tué notamment des zones où il y avait avant des coquilles Saint-Jacques. Mais aujourd'hui, il y en a qui réfléchissent à est-ce que ce produit, si on le broie,
on ne peut pas en faire de la nourriture. Et il y en a qui travaillent au fait de demain, peut-être qu'on aura des burgers au crépidule. Voilà. Parce que, en fait, il y a énormément de ressources maritimes qui sont disponibles, qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas utilisées pour la nourriture humaine et qui pourraient demain le devenir. Idem, les méduses. Vous n'avez jamais eu envie de manger des méduses, hein, et ben, juste un truc, en Asie, on en mange 750 000 tonnes par an. Voilà. Donc demain, ici, peut-être que vous aurez des méduses dans des restaurants. Je vois bien Saran proposer des méduses. Voilà. Et donc, y a des possibilités aujourd'hui de ressources maritimes qui permettent d'équilibrer, parce qu'en même temps, on en parlera de la surpêche tout à l'heure, parce que ça, là-dessus, il s'est pas mal trompé. Il a sous-estimé ce que l'homme était capable de faire aux océans. Mais en tout cas, là où il avait raison, c'est qu'il y a des ressources énormes également pour se nourrir, pour que l'homme puisse se nourrir. Le point 2, c'est bon, qui un peu vous paraître anecdotique, mais il fabrique ces éléments, c'est une vêtement à partir d'éléments marins. Alors on va se dire avec quoi il va faire. Alors je ne parle pas d'animaux aussi. Je parle pas de. Évidemment, on va dire il peut tuer ce qui serait terrible, de tuer des phoques, comme on fait les Inuits s'habillent en tuant des phoques, etc. Mais non, non, il ne parle pas de ça. Il parle d'algues. On fait du tissu à partir d'algues. Ça, c'est dans 20 milieux sur les mers. Or, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous ne savez pas, mais il y a des vêtements, il y a des tissus qui sont tressés, qui sont utilisés, qui sont fabriqués à partir d'algues. Il y a par exemple à Toulouse, il y a une société qui s'appelle Kir qui fait des vêtements à partir de fibres d'algues. Alors il n'y a pas 100% de fibres d'algues, mais il y a 20% de fibres d'algues dans les vêtements qu'elle propose. Il y a une Bretonne qui s'appelle Violaine Buet qui fait des vêtements aussi à partir d'algues. Il y a une fibre qu'on appelle Cicel, c'est même une marque déposée, qui est fait uniquement d'algues et alors ça c'est le côté extraordinaire des océans, une algue qui donne une fibre qui a des vertus antioxydantes, anti-inflammatoires, hypoallergéniques et antibactériennes. Donc vous avez une fibre avec laquelle on s'habille et qui en plus soigne. Voilà. Alors je ne vous dis pas que c'est pas cher aujourd'hui, hein, mais ça veut dire que simplement on peut trouver les mots avaient effectivement raison parce qu'on trouve dans les océans de quoi s'habiller si on sait comment adapter, comment chercher, etc. Donc ça, c'est deuxième point sur lequel, pour moi, Nemo avait raison. Et de même, il trouve tous les matériaux. Et on sait aujourd'hui qu'on trouve tout. Alors, il y a des matériaux qu'on préférait ne pas trouver dans l'océan. Que par exemple, aujourd'hui, on trouve un peu trop de plastique. Hein, ça, c'est le plastique est un drame des océans. Il a envahi partout. Et quand je dis qu'il a envahi partout, il faut savoir qu'il y a quelques années, ils ont fait une recherche, ils ont prélevé des morceaux de plage un peu partout dans le monde, même dans les îles les plus reculées du Pacifique. Et il n'y a pas une plage sur laquelle ils n'ont pas trouvé un mélange de sable et de plastique. Voilà. On trouve du plastique partout. Savoir qu'il y a un Américain qui s'appelle Victor Vescovo qui, il y a quelques années, est allé plonger. Il a fait une série de plongées dans la fosse des Mariannes à 12 000 mètres de fond. 11 000 mètres de fond, pardon, 11 000 mètres. Et la première fois qu'il a fait une plongée, la première chose qu'il a vue en arrivant au fond, donc à 11 000 mètres de fond, fosse des Mariannes, au large des Philippines, c'est un sac plastique. Voilà. Donc, le plastique, on en trouve un peu trop, mais il n'y a pas que ça, parce que demain, on peut faire du plastique encore à partir d'algues. Donc, un plastique totalement biodégradable, on y travaille aujourd'hui, on arrive à le faire. Il y a peut-être c'est encore trop cher évidemment pour l'utiliser, mais on sait faire du plastique à partir d'algues et on sait faire aussi du plastique à partir de bactéries. Et on a découvert des bactéries qui, dans certaines conditions de stress, au sens elles n'ont pas trop à manger, etc., elles fabriquent des réserves de nourriture sous forme de billes de polyester. Voilà. Donc demain, si ça se trouve, on arrivera à faire du plastique en fait 100% biodégradable à partir de quelque chose qui est totalement renouvelable, que sont les algues. Et alors évidemment, ça permettrait de remplacer ce plastique qui détruit tout et qui va parce que aujourd'hui ce plastique, quand on a du plastique dans l'océan, il va rester 100 000 ans dans l'océan. Enfin, il va rester très 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 longtemps avant d'être totalement dégradé. Et entre-temps, de toute façon, une bonne partie, nous, on l'aura mangé parce que vous savez, le truc du plastique, c'est que ça vient des micro-morceaux de plastique, tellement micro que c'est mangé par les poissons et que ça rentre dans la composition de certains poissons. Et nous, on le retrouve sur la table et on va manger du poisson et on va avaler du plastique. Voilà. Donc, quand on dit aux gens de ne pas jeter du plastique dans la nature, c'est pas pour rien, c'est que tout finit à l'océan. Et à la fin, une partie, on va finir par nous le manger, quoi. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais dans les ressources, voilà, j'ai parlé de futurs plastiques, mais il y a des ressources autres. Évidemment, des ressources
mais qui sont même, vous avez entendu parler des nodules polymétalliques. Les nodules polymétalliques, c'est des petites boules qu'on trouve à 3 000 à 4 000 mètres de fond dans le Pacifique notamment, dans lequel on trouve, je vous le cite là, c'est une inventaire à l'après-vert, mais on trouve du manganèse, du cobalt, du nickel, du cuivre, des métaux comme des terres rares, du lithium, du thallium, etc. Plein de produits dont on n'avait aucun usage au XIXe siècle, évidemment à l'époque à l'époque de Nemo, mais qu'aujourd'hui rentrent dans la fabrication de vos téléphones, dans la fabrication de énormément de choses. Alors, faut pas se leurrer, on sait qu'il y a ces nodules métalliques, mais le grand truc, c'est de pas aller les chercher. Voilà. Parce que ils sont dans des zones à 4000 mètres. Euh, Ça coûterait une fortune d'abord d'aller les chercher. Ensuite, ça ne servirait pas à grand chose. Peut-être le mieux, c'est d'arriver demain à s'en passer. Mais c'est, en tout cas, les ressources telles que Nemo le tissait en disant il y a tout ça sous l'eau, il avait raison. L'autre chose qu'on trouve pareil dans l'océan, ce sont des encroûtements cobaltifères. Alors, je note, je lis parce que c'est compliqué. Cobaltifères de ferro-manganèse. Voilà. Ces mêmes choses sont des encroûtements qui sont au fond de l'océan. Et on trouve du cobalt, du titane, du nickel, enfin plein de choses comme ça. Et donc, ce sont des ressources, on trouve encore des terres rares. Et ce sont des zones qui couvrent plusieurs kilomètres carrés au fond des océans. Et même chose, ok, on sait que c'est là, mais ça serait bien de ne pas aller les chercher parce que le temps de fabrication, c'est de l'ordre de 1 à 6 millimètres par million d'années. Donc ça veut dire qu'en clair, on va y aller, on va tout ratisser et ça sera fini. Voilà. Et puis on ne sait pas ce qu'on aura fait comme dégâts au moment où on ira les chercher. Voilà. Le troisième ressource qu'on trouve aussi au fond des océans, ce sont les sulfures polymétalliques. Alors il y a une belle histoire, c'est en 1977, les Américains sont allés plonger, ils avaient un petit sous-marin qui s'appelle l'Alvin, qui est capable de descendre jusqu'à 6 000 mètres. Ils ont découvert par hasard dans une zone, dans les zones, ils étudiaient les zones de fracture, là où l'océan se sépare. Vous voyez, les plaques océaniques se séparent. Et ils ont découvert ce qu'ils appellent des fumeurs, des choses qui crachaient énormément de chaleur et de matériaux qui viennent directement du fond de la Terre, quoi. Voilà. Et l'année suivante, ils y sont plongés avec cette fois-ci, enfin, ils l'avaient repéré pas avec l'Alvin, mais avec d'autres moyens, et ils y vont avec l'Alvin, donc avec un homme, enfin deux, dans le camp, même je crois qu'ils sont 3 dans l'Alvin, qui sont allés observer à quoi ça ressemblait. Et en arrivant, ils se sont dit, dis donc, d'après ce qu'on sait, dans une zone où il n'y a pas d'oxygène, parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans ces zones-là, c'est des zones qui sont envahies de soufre et dans lesquelles il n'y a pas du tout d'oxygène sur les 3-4 mètres du fumeur. Ils se sont dit, c'est marrant, parce que normalement, la théorie biologique connue, c'est que sans oxygène, on ne vit pas. Voilà, ça c'était en 78, c'était ça. Et là, ils découvrent que dans cette zone où il n'y a pas d'oxygène, il y a une vie grouillante. Voilà. Et donc, on a découvert des tas d'organismes vivants, mais de façon franchement grouillante. Vous voyez les photos de ce qu'ils ont fait, ça grouille. C'est des masses de sortes de crevettes qui sont les unes sur les autres, etc. Et qui, en fait, n'ont pas besoin d'oxygène, sont passés arrivent à fabriquer leurs besoins à partir du soufre. Voilà. Donc ça, c'est une découverte qu'on a fait. Mais il n'y a pas que. Ce qui est intéressant pour les ressources, c'est pas tellement ces animaux marins qu'il faut laisser tranquilles, c'est qu'il y a les rejets, ce sont des rejets qui viennent directement de la terre, du fond de la terre, avec encore ceux dont du plomb, du zinc, de l'or, de l'argent, du mercure, etc., qui sont des produits qui pourraient être utiles à la vie moderne de l'homme. Voilà. Donc il y a toutes ces ressources, mais le truc, c'est que aller les chercher, ça serait abîmer un écosystème extraordinairement fragile et dont on ne connaît rien. Donc aujourd'hui, il y a quand même des grandes discussions. Donc Nemo disait simplement, lui, que ça existait et que demain, l'homme pourrait l'utiliser. Et là, on dit, bon, ok, ça existe, il a raison. Le truc, c'est que peut-être que la bonne idée, ça serait de ne pas les utiliser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un moratoire pour l'instant sur ces recherches, mais il y a des pays qui poussent énormément à ce qu'on aille exploiter ces zones, en sachant que même s'il y a un moratoire, même s'il y a a priori, il y a des pays, notamment la Chine ou la Russie, le Canada, les USA, qui ne voudront jamais ne pas aller exploiter ces zones. Donc il faut trouver une façon demain de protéger les grands fonds, parce que c'est des zones qui sont entre 3000, entre 2000 et 6000 mètres, et sur lesquelles on ne connaît rien. Parce que là, on reviendra là-dessus, mais aujourd'hui, il y a une ligne de défense qui marche assez bien. C'est de dire, je trouve ça assez marrant, d'ailleurs un peu ironique, c'est que il faut y aller parce qu'il faut protéger ces espèces toutes ces espèces, ces bactéries, etc., qui pourraient avoir un intérêt formidable pour la science et même
à partir de quoi on pourrait trouver d'autres matériaux, des médicaments, etc., etc. Bon, alors c'est pas mal parce qu'on utilise la cupidité des uns pour arrêter la cupidité des autres, mais bon, après, on pourrait juste dire qu'on n'y va pas parce qu'il ne faut pas y aller, quoi. Mais bon, ça, c'est un peu plus compliqué à faire accepter au niveau politique. La protection des grands fonds, ça, c'est un élément aujourd'hui essentiel. Par une raison que j'arrive pas à comprendre, mais bon, miraculeuse, c'est que pour l'instant, la France s'oppose à l'exploitation des grands fonds. Donc, tant mieux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de pays qui s'y opposent, mais il y a une pression très forte des gros pays industriels pour pouvoir continuer. Alors, le quatrième domaine, c'est que Nemo tire son énergie de la mer. Là, c'est assez passionnant parce que quand il écrit ça, Jules Verne, en 1800, lui, il écrit ça dans les années 1860, ben, on ne sait pas comment tirer de l'énergie de la mer. Et lui, il invente un système, il dit, enfin, il fait dire à Nemo, j'aurais pu, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir de l'électricité par la diversité de températures qu'ils éprouvaient, mais j'ai préféré utiliser un système plus pratique. Et là, c'est extraordinaire parce qu'il parle déjà de deux théories enfin deux techniques qu'on va découvrir que au siècle suivant. Le premier, c'est tout simplement, ça s'appelle l'énergie thermique des mers. C'est tirer de l'énergie de la différence de température entre l'eau de profondeur et l'eau de surface. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Aujourd'hui, vous avez par exemple la station de l'Ifremer à Tahiti qui tire son énergie de ça. Elle tire son énergie de la différence de son électricité, de la différence de température entre l'eau à 100 mètres et l'eau à 5 mètres. Voilà. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'en 1860-70, il ne pouvait pas connaître. Il y avait des vagues théoriques qui commençaient à parler, et lui, il a pressenti que ça allait pouvoir se développer. Il faut savoir que les premiers tests n'ont pu être faits qu'en 1928. Donc, Jules Verne était mort depuis longtemps. Après, en fait, il parle aussi d'un truc qui s'appelle l'effet thermoélectrique. Et on pense que c'est beaucoup de ça dont il parlait. C'est pareil, ça a été découvert. Alors, ça a été découvert un petit peu avant, mais lui, mais on n'en parlait pas beaucoup. Et il avait découvert cette technologie-là. Il la met dans Nautilus. Et effectivement, c'est quelque chose qui marche. Et là, on touche sur la différence de gradient de densité électrique, de densité de sel, etc., entre les zones et de chaleur. Donc, c'est assez intéressant de voir il devançait des choses où il avait une fait exploitation des connaissances techniques du moment. Le troisième, il considère comme le système plus pratique, c'est une pile au sodium, c'est-à-dire une batterie en fait qui marche au sodium. Alors, à l'époque, on en parlait un tout petit peu, mais en fait, ce type de batterie est opérationnel que depuis 2012. Et lui, il écrit ça en 1868-9, quoi. Et, et, euh, et ça, le type de batterie au sodium, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, notamment pour remplacer les batteries lithium-ion, euh, qui sont aujourd'hui d'usage courant, mais on n'a pas la même risque de rareté, puisque le sodium, c'est du sel. Hein. Enfin, on a ça en quantité à peu près illimitée dans l'océan. Et donc ça, c'est intéressant parce que là-dessus, il a peut-être mis le doigt sur quelque chose qui un jour sera important, enfin vraiment utilisé de façon importante. Mais il y a plein d'autres énergies là dont il ne parle pas, mais il évoque plus ou moins un peu partout dans le roman l'énergie des vagues et de la houle. Aujourd'hui, on sait faire, alors c'est certes, le rendement n'est pas très bon, mais on sait tirer de l'énergie des vagues et de la houle. Les Écossais, par exemple, plein de systèmes actuellement en place pour tirer de l'énergie de la houle. Évidemment, l'éolien, bon, mais les marées et les courants marins. Alors, les marées et les courants marins, c'est des choses formidables parce que c'est très puissant. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez, quand on parle de l'éolien, du solaire, etc., on dit toujours, oui, mais ce sont des énergies intermittentes. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont partir, etc. Alors, le truc formidable, c'est qu'aujourd'hui, vous avez demandé à un scientifique, enfin un océanographe, il va vous dire quelle va être la marée exactement le 27 janvier 2042. Il peut vous donner le coefficient de marée. Pourquoi? Parce que la marée, elle dépend de la Lune. Et la Lune, a priori, elle va être autour de la Terre encore un moment. Et donc, ça, c'est totalement prédictif. Et on peut savoir quelle est la puissance. Alors après, il y a des complexités technologiques assez importantes pour pouvoir exploiter ça. Mais c'est un courant, c'est une énergie qui est prodigieuse et qui est totalement renouvelable à l'infini, puisque c'est juste dû au mouvement de la Lune autour de la Terre. Donc là, il y a cette idée que dans l'océan, il y avait toute l'énergie dont on a besoin. Nemo avait parfaitement raison.
Le cinquième point, je parlais, c'est qu'il y trouve sa liberté et sa puissance. Alors là, on rentre dans un domaine qui est plus scientifique, qui est géopolitique. L'océan, la plupart des empires n'ont réussi à durer que quand ils contrôlaient l'océan. Les Grecs contrôlaient la Méditerranée. Avant eux, c'était un peu les Égyptiens, mais c'était les Grecs qui ont vraiment contrôlé la Méditerranée. Et au moment où ils ont arrêté de contrôler la Méditerranée, ils ont commencé à décliner. Après, vous avez le Portugal, à un moment qui a été très puissant. Pourquoi était-il puissant? Parce qu'il contrôlait la route, les routes maritimes vers l'Asie. Et après, avec Vasco de Gama qui avait ouvert la voie. Après, vous avez eu l'Espagne qui a dominé. Comment? Pourquoi? Parce qu'il dominait aussi les routes maritimes vers l'Amérique. Après, vous avez la Grande-Bretagne qui a dominé le monde pendant un bon moment grâce à ce qui a fabriqué des gigantesques colonies parce qu'il dominait la mer. Il y avait même, on disait, Britannia rules the waves, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne règne sur les vagues. Et, euh, et après, vous avez encore les USA qui ont pris la relève. Et vous avez que, je dirais, deux empires qui ont duré longtemps sans la mer, c'est les empires mongols. L'empire mongol, mais si on regarde comment il utilisait le désert, bah, c'était presque son océan. Il avait des ports, il avait des caravanes comme des convois de bateaux, etc. Donc c'était un peu la même logique, mais il ne contrôlait pas la mer. Et puis, il y a une énorme puissance qui a été qu'une puissance continentale pendant très longtemps parce qu'elle a détourné, et s'est détournée de la mer, c'était la Chine. La Chine s'est détournée de la mer entre, on va dire, 1350 et jusqu'à peu, il y a peu. Et du coup, c'est resté une puissance pendant très longtemps régionale. Alors que c'était extrêmement puissant régionalement. Mais on n'entendait pas parler parce qu'ils n'étaient pas sur l'eau. Et ils ont eu un grand amiral dans les années 1306 à 1350 qui, alors que nous, on savait encore rien faire et que ça fait longtemps qu'il n'était pas allé pardon, 1400 et 1450. Il s'appelait Chen He. Et Chen He était un grand amiral qui est allé avec des flottes de près de 200 bateaux jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, de la Chine jusqu'au sud, au point de l'Afrique du Sud. Voilà. Et alors que nous, on était très loin de savoir. On avait même Vasco de Gama n'était pas allé encore en Asie, quoi. Donc, on était vraiment il était très en avance. Et puis ils ont arrêté. Et à partir de là, ils sont devenus qu'une puissance régionale. Et ça, ils sont en train d'aujourd'hui, malheureusement, on peut dire pour tout le monde, de comprendre ça depuis des années. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la puissance maritime est très importante d'un point de vue à la fois commercial. Vous voyez bien, 90% de ce qu'on reçoit arrive en bateau. Hein, les routes commerciales aujourd'hui sont des bateaux. Et il faut les contrôler, il faut protéger ces bateaux-là. Et ils ont parfaitement compris ça, les Chinois. Et ils créent non seulement des flottes de bateaux énormes, transportés pour pêcher, donc parfois parce qu'ils n'ont aucune limite en revanche en termes de pêche, mais aussi pour contrôler. Et je peux vous donner un aspect juste un peu militaire, mais aujourd'hui, les Chines fabriquent tous les 2 ans et demi l'équivalent de la marine française. Voilà. Donc ils sont en train ils ont compris que s'ils voulaient devenir la première puissance mondiale, il fallait qu'ils contrôlent les océans. Et ils sont en train de se mettre en ordre pour ça. Voilà. Donc ça, et Nemo l'a parfaitement compris. Il le dit, il explique que il faut contrôler et que après, là, il est libre et que personne, s'il contrôle les océans, personne ne peut venir le chercher. Et là où Nemo a aussi parfaitement raison, c'est qu'il a choisi un sous-marin. Et alors, moi, ce que je trouve extraordinaire dans la projection que fait Jules Verne, c'est qu'en 1860-70, il n'y avait pas de sous-marin. Il y a eu une tentative, la première c'est 1801, mais c'était pas un sous-marin, c'était un truc que personne n'a voulu, qui avait été proposé même à Napoléon en 1801 avec des essais sur la Seine et après devant le Havre. Et Napoléon avait trouvé que ça n'avait aucun avenir, et personne n'en avait voulu. Et il s'appelait le Nautilus d'ailleurs, ce premier sous-marin. Et après, c'est arrivé un peu plus tard. Et il y a eu les Français qui ont proposé un sous-marin qui s'appelle l'Alligator, 14 mètres de long. Et ça, on est en 1862, mais il a jamais. Il a été fabriqué, puis il a disparu pendant qu'on le remorquait. Donc, il n'a jamais été utilisé. Après, il y a eu c'est intéressant quand même, parce qu'on pense que ça a pas mal inspiré Jules Verne. Après, il y a eu un autre Français un sous-marin qui s'appelait le Plongeur, qui est tout petit, qui faisait, enfin, pas, non, pardon, il faisait 44 mètres, donc il était assez grand. Et lui, il était assez récent, mais c'est pareil, il a été abandonné parce que c'était trop compliqué. Il y avait trop de problèmes et ils ont arrêté. Et puis après, il y a eu les Américains en ont fait un pendant les Américains du Sud, enfin les rebelles américains, on va dire, en ont fait un en 1864
pour aller couler, évidemment, eux, c'était un but militaire, aller couler un bateau du Nord. Et bon, ça n'a pas été un franc succès. C'était un bateau il y avait 8 hommes à bord. Et ils ont réussi à aller mettre une bombe sur un bateau et la bombe a explosé, ils sont tous morts. Donc, parce qu'ils avaient sous-estimé qu'il y aurait une onde de choc et l'onde de choc les a complètement détruits. Et ça a été donc, ça veut dire que les expériences de sous-marins quand Jules Verne existe, bah, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas vraiment. Et lui, il invente un gigantesque sous-marin de 70 mètres de long dans lequel on peut vivre, dans lequel on peut descendre jusqu'à 1000 mètres, etc., etc. Et là, il a eu raison parce qu'aujourd'hui, on a ces sous-marins-là. Et c'est ça qui est intéressant, on les a, et ils existent, ils naviguent, que ce soit pour le récréationnel ou surtout du militaire, évidemment. Mais quand il dit que c'est important et que la puissance est en mer, il faut savoir qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire, donc, qui est importante, qui est la clé entre guillemets, tout le monde pense de la paix, du fait que c'est la menace, quoi. Si vous m'attaquez, je vous détruis, bon, c'est ça le truc, et ben, elle repose que sur des sous-marins. Voilà, on a des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, et qui aujourd'hui portent entre guillemets, ce sont un peu les garants entre guillemets de la paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont introuvables. On ne sait jamais où ils sont. Si vous mettez des bombes, des missiles nucléaires sur un site terrestre, ben, l'ennemi, il vous balance, il vous détruit ça avec une bombe et c'est terminé. Alors qu'un sous-marin, on ne peut pas le joindre parce qu'on ne sait pas où il est. Il est quelque part sous l'eau. Et voilà. Donc là, et Jules Verne avait cette intuition que la puissance serait sous l'eau. Et j'assure qu'en 1860, c'est vraiment, vraiment nouveau. Et là où il a aussi, il est passionnant, Nemo, c'est qu'il va toujours à la découverte du monde. Alors en faisant des petites erreurs quand même, parce que dans le roman, par exemple, il va faire un truc qui est un grand moment du roman où il va atteindre le pôle sud sous l'eau. Alors aujourd'hui, atteindre le pôle sud sous l'eau, vu que c'est un continent terrestre, c'est un peu complexe. Il faut avoir une foreuse plutôt qu'un sous-marin, quoi, parce que ça, on ne peut pas y aller. Mais bon, il ne le savait pas à l'époque, Jules Verne. À l'époque, on croyait que c'était juste un continent, une banquise, comme le Nord. On savait que le Nord, c'était une mer gelée. Beaucoup de gens croyaient que le Sud était une mer gelée. Donc, à présent, on pouvait y aller dessous. Eh ben non, on ne pouvait pas. Mais bon, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il est allé. Il a essayé dans le roman, ils ont essayé d'y aller, d'atteindre le pôle Sud en étant sous l'eau. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi quand Nemo passe son temps à essayer de découvrir, d'aller découvrir les choses. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on devrait faire. Quand on parle de l'océan, il faut savoir qu'on ne connaît enfin, on a exploré qu'à peu près moins de 5% de ce qu'il y a dans l'océan, des fonds océaniques, moins de 5%. Et quand je dis explorer, c'est même un grand mot. Parce que quand vous descendez à 7000 mètres et que de toute façon, vous voyez que ce qu'il y a sur les 8 mètres autour du sous-marin ou du robot, bah, vous ne voyez rien, quoi. Vous voyez que ce que les animaux veulent bien vous laisser voir, quasiment. Et donc, on ne sait rien. Il faut savoir qu'il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune que de gens qui sont allés au plus profond des océans. Il y a 12 personnes qui sont allées, qui ont marché sur la Lune, et d'après mes derniers calculs, ils sont 8 à avoir atteint les points les plus profonds de l'océan, à 11 000 mètres. Donc, il y a une source extraordinaire de découvertes scientifiques et de savoir, à aller voir ce qui se passe, parce qu'on ne connaît pas. Et en discutant avec les scientifiques, quand je leur dis mais qu'est-ce qu'il y a à découvrir encore? Eh ben, ils estiment que le nombre d'espèces inconnues en mer, il faut savoir qu'il y a 3 millions à peu près d'espèces connues aujourd'hui sur la planète. Voilà, on a recensé à peu près 3 millions, et ils estiment qu'il y a entre 1 et 10 millions d'espèces inconnues en mer. Donc, presque entre 1 à 3 fois plus que ce qu'on connaît déjà. Et donc, il y a une ressource, enfin, il n'y a pas de ressource, il y a un mystère formidable de découvrir ces espèces qu'on ne connaît pas. Ce qu'elles peuvent nous apprendre, et puis même le côté un peu merveilleux. Parce qu'il y a d'abord des espèces qu'on devine, mais il y en a tellement qu'on ne connaît pas. Quand on discute avec aussi des plongeurs, ils disent qu'à chaque fois qu'ils plongent, ils découvrent une espèce nouvelle. Il y a quelques années, il y a un photographe, Laurent Balesta, qui est allé plonger au large de Nice, à 100 mètres du bord. Vraiment à côté, quoi. Dire, vous y allez tranquille en nageant au-dessus, quoi. Et lui, il était à 100 mètres. Or, la Méditerranée à Nice, elle descend très, très vite, très profond. Et à 100 mètres, il était entre 100 et 150 mètres de fond. Et ben, il est revenu avec des photos d'espèces qu'on ne connaissait pas. À 100 mètres de la promenade des Anglais. Voilà. Donc, il y a un truc formidable de découverte, d'aller de nouvelles espèces. Et évidemment, je disais des bactéries, parce que le sol sous-marin est couvert de bactéries. Et là-dedans, on trouve régulièrement des bactéries qui nous permettent de trouver des médicaments.
trouver des traits. Enfin, c'est une ressource extraordinaire à étudier. Parce que l'avantage des bactéries, c'est que c'est formidable, c'est qu'on peut les élever facilement à terre, quoi. Dans un milieu, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Une fois qu'on en a chopé quelques-unes, on peut les faire reproduire très facilement à terre. Donc c'est une ressource après dans laquelle on peut tirer énormément de choses. Et puis il y a des choses poétiques. Moi, dans 20 milieux sous les mers, il y a un moment assez magique où il emmène le professeur Aronnax, qui est le français qui l'a récupéré et qui est un grand professeur, un grand scientifique, et il l'emmène sous l'eau à marcher. Alors il dit un marcher sous l'eau, puis il l'emmène assez longtemps, il marche assez longtemps, et puis ils arrivent dans un endroit où il y a des ruines, et c'est l'Atlantide. Voilà. Moi, je trouve ça génial de se dire que l'Atlantide a peut-être existé. Bon, aujourd'hui, on pense quand même que c'est un mythe avant tout, mais là, dans 20 milieux sous les mers, l'Atlantide, elle est là. Il la raconte, on la voit. Bon, on ne sait pas vraiment où elle est, ça permettrait peut-être d'aller voir si c'est vrai, mais je trouve ça magique de se dire que si l'Atlantique existait, avait vraiment existé, et là, Jules Verne, il a amené ce rêve d'une Atlantide. Voilà. Et puis, dernier point, c'est que là où il a raison, c'est que Nemo est en colère. Et quelque part, c'est un des premiers leaders écologiques, quoi. C'est c'était un défenseur de la nature. Il parle, par exemple, il parle d'une énergie électrique durable. Alors on parle, à l'époque, c'est le charbon qui domine, et lui, il veut pas du charbon. Il veut chercher quelque chose de durable. Euh, il est promoteur aussi de tout ce qui est biomimétisme, qui aujourd'hui est vraiment au cœur de beaucoup de recherches. Et puis, il parle de consommation frugale, quelque chose dont on parle que depuis pas très longtemps, de n'utiliser que ce dont on a besoin. Voilà. Et donc ça, c'est quelque part, quelqu'un me disait, en fait, il a inauguré une ZAD dans les abysses, quoi. C'était sa ZAD à lui, et il a essayé de protéger ça. Et puis à l'époque, il faut savoir qu'il est très, quand même dans l'air du temps de ce moment, parce que en quelques années après la sortie, en 1872, Victor Hugo va écrire, c'est une triste chose de changer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Ça veut dire que ce sentiment d'écologie commençait à apparaître. Alors évidemment, bon, on a quelqu'un d'autre qui a dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs, mais enfin, il a continué à regarder ailleurs, mais on est quand même dans cet esprit-là dès 1872 et 70 avec Jules Verne. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et il est sur cette logique écologique qui est un peu nouvelle. Et surtout cette logique de protection des océans dont nous avons tous besoin, absolument. Et il y a un amiral qui a écrit, contre-amiral Finas, qui est un ancien directeur de l'école de guerre, et qui, dans un discours, a dit les océans. Il parle des océans, et il dit or, les océans présentent 50% de la production d'oxygène de la planète. C'est une lubie d'imaginer qu'on utilisera la mer et de penser qu'on peut l'exploiter n'importe comment, c'est criminel. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans cette logique-là. On sait qu'on en a besoin d'elle, donc il faut qu'on l'exploite un peu, mais surtout pas qu'on la surexploite, parce que ça, c'est criminel, parce qu'on se détruit nous-mêmes en la surexploitant. Et j'ai envie de citer aussi, il y a un proverbe amérindien qui dit quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Bon. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu le sentiment qu'on a quand les gens veulent à tout prix exploiter les fonds de l'océan, c'est que ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur la totalité de la vie et de cet océan dont on a absolument besoin, parce qu'il faut savoir que l'océan absorbe près la moitié du CO2 et 80% du surcoût, la surchaleur que notre style de vie impose. Et si on le sature totalement, cet océan, voilà, il est envahi par le plastique, il est pollué, des pollutions de tout genre, mais pas seulement, il est aussi rendu plus chaud, et ça a un impact sur la biodiversité qui est très important. Il est, il est acidifié, et ça détruit nos habitats. Si vous acidifiez les océans avec le CO2, vous détruisez les barrières de corail. Et les barrières de corail, ce n'est pas que pour faire joli, ça protège aussi de l'érosion. Et vous avez, sans barrière de corail, il y a des îles entières, des zones habitées qui vont disparaître. Tout simplement parce que la mer va nettoyer, et c'est déjà le cas. Il y a déjà des îles qui disparaissent parce que leur barrière de corail s'abîme. Donc Nemo a raison sur plein de points. Il a tort. Il a tort sur au moins deux choses. D'abord, il n'a pas anticipé le pillage des ressources. Il a totalement sous-estimé qu'on irait pêcher. Aujourd'hui, on continue à pêcher dans les très grands fonds. Alors, heureusement, l'Union européenne l'a interdit, mais il n'y a que l'Union européenne qui l'a interdit. C'est-à-dire qu'on va pêcher à 5, à 3, 2, 3 000 mètres dans des zones où on ne connaît absolument pas le système de reproduction des poissons. Et on ne connaît pas l'écosystème. Donc, on détruit gentiment à grands coups de chalut. Après, pas en Europe, heureusement, pas dans les européennes. Enfin bon, c'est pas grand-chose hein, au niveau mondial.
Enfin, heureusement, si. Le seul truc, c'est que la France a le deuxième territoire maritime du monde. Ça, c'est intéressant. Et que, effectivement, là, on essaie de protéger ces zones-là. Mais enfin bon, même le deuxième zone maritime du monde, il en reste beaucoup qui ne sont pas à nous, hein. Et après, donc on continue et cette pêche, surpêche, pose des problèmes évidemment de ressources, mais pas seulement, problèmes sociaux. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans certains bateaux de pêche chinois, c'est le retour de l'esclavagisme. Voilà. Donc il y a d'autres choses, d'autres aspects qu'on ne soupçonne pas. Et puis l'autre point sur lequel il a tort, c'est qu'il a une vision un peu misanthrope du monde. C'est-à-dire qu'il veut la survie pour lui et ses hommes. Point final. Le reste du monde, il s'en fout un peu. Voilà. Et il va couler beaucoup de gens, etc. Donc il est sur un adepte d'une solution qui est il faut sauver l'océan, tant pis si les hommes disparaissent. Voilà. Donc là-dessus, on va dire qu'il a tort parce que nous, on n'a pas envie de disparaître vraiment. Et donc, j'ai envie de dire qu'il a eu Nemo et Jules Verne ont eu Jules Verne fait le premier bouquin vraiment écolo. Mais aujourd'hui, on a besoin de l'écouter, mais pas aller jusqu'au bout de la logique de Nemo, qui reste quelqu'un qui a une haine profonde d'une partie de l'humanité. Et si on veut sauver la planète, il faut mieux aimer les autres que avoir envie de tous les détruire, quoi. Voilà. Je suis bon, je suis dans le timing à peu près. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis là. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous êtes un peu assommé, mais non. Ah, s'il n'y a pas de questions, pas de problème. Et puis moi, je suis là-bas avec mes bouquins. Merci à vous. Merci.